de vous concentrer et de vous montrer disponible et attentif, parce que nous avons donc vraiment un grand plaisir et beaucoup de chance d'avoir avec nous Dominique Vidal, qui a accepté de venir pour vous parler du conflit israélo-palestinien, mais aussi de la situation actuelle d'Israël et de l'évolution géopolitique dans cette région du monde, qui, comme vous le savez évidemment, est au programme du BAC, mais évidemment surtout au programme de vous en tant que citoyen, parce que c'est un espace qui ne peut pas ne pas nous concerner à un moment donné de nos existences, ne serait-ce que par curiosité intellectuelle, mais aussi bien sûr par conscience du monde qui tourne. Donc Dominique Vidal est journaliste, il a été pendant très longtemps journaliste au monde diplomatique, il est historien de formation et il a écrit de très très nombreux ouvrages sur ce conflit, et il participe aussi à un ouvrage avec Bertrand Badi, qu'une partie d'entre vous a eu la chance de voir la semaine dernière, je crois, ou il y a 15 jours, je ne sais plus. Et tous les deux, vous avez d'ailleurs, certains ont acheté les livres, j'ai vu, tous les deux donc publient régulièrement l'état du monde. Voilà, donc je vais lui laisser la parole. Il y aura un petit temps d'échange prévu, évidemment, avec vous. On se donne jusqu'à 15h30. Hein. Et évidemment, l'intérêt, outre votre attention absolument irréprochable, c'est aussi vos questionnements de façon tout à fait naturelle, sans tabou. Puisque le but, c'est aussi de faire avancer la réflexion collective et de vous former à une intelligence du savoir, qui est celui que Dominique va nous mettre en partage. Voilà, donc merci de votre attention. Bonjour à toutes et tous. Donc je n'ai pas voulu vous faire un exposé général sur le conflit israélo-palestinien, parce que vos profs, j'imagine, le font, et le font sûrement bien. J'ai préféré être un peu plus pointu et vous parler d'un des éléments actuels, préoccupants, de l'analyse, c'est-à-dire ce que j'appelle la radicalisation de la politique israélienne. J'ai un texte écrit volontairement pour que Nathalie puisse ensuite, pour ceux qui le souhaitent, vous le distribuer, pas pour le plaisir de le lire seulement, mais surtout pour avoir toutes les sources. C'est-à-dire chaque citation que je ferai est sourcée. À la fin, on dit où ça se trouve, dans un livre ou sur un site internet, etc. Je n'ai pas de citation de Facebook, mais bon, on peut en ajouter. Comme vous l'avez vu vendredi dernier, malheureusement, le conflit israélo-palestinien se trouve dans une impasse dangereuse, parce qu'il peut à tout moment déboucher sur une explosion de violence. Et pourtant, la solution est connue et simple. Comme l'Organisation des Nations Unies le propose depuis des décennies, c'est de créer un État palestinien à côté de l'État d'Israël. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, les dirigeants israéliens, pas ceux d'il y a 20 ans, ceux d'aujourd'hui, refusent cette perspective parce qu'ils sont engagés, et je vais essayer de vous le montrer, dans un processus de radicalisation. Merci beaucoup. Sans doute la date du 6 février 2017 ne vous dit rien de particulier, elle est pourtant peut-être une date historique dans le conflit israélo-palestinien. Pourquoi ? Parce que ce jour-là, la Knesset, le Parlement israélien, a adopté par 60 voix contre 52 une loi qui s'appelle officiellement loi de régularisation. En fait, on aurait dû dire loi de confiscation, puisqu'elle ouvre la voie à l'annexion à Israël de tout ou partie de la Cisjordanie. Ce qui veut dire que de la solution des deux États, prônée par l'ONU, dont je parlais, on passerait à la perspective d'un seul État. Alors, pour comprendre tout ça, il faut revenir 51 ans en arrière, ce sera bref, ne vous inquiétez pas,
à la guerre de 1967, dite guerre des 6 jours, parce qu'elle a duré 6 jours. Et au 7e jour, Israël avait quadruplé son territoire. Son armée s'était emparée, vous savez ça, du Sinaï égyptien, du Golan syrien, mais aussi et surtout, pour ce qui nous concerne, de Jérusalem-Est, de la Cisjordanie et de la bande de Gaza. Et cette conquête marquait un tournant radical. Pourquoi? Parce que jusque-là, c'est-à-dire entre la fin de la guerre de 1948 et la guerre de 67, pendant ces 19 ans, une partie de la Palestine n'était pas aux mains d'Israël. La Cisjordanie était aux mains de la Jordanie, ainsi que Jérusalem-Est, et la bande de Gaza était occupée par l'Égypte. Ce qui veut dire, je le dis entre parenthèses, que les États arabes auraient pu créer un État palestinien pendant cette période. Ils ne l'ont pas fait. Je dis ça pour qu'il soit clair que dans un conflit comme celui-là, il y a des responsabilités diverses. Ce n'est pas tout d'un côté et rien de l'autre. Alors, à l'époque, quand Israël s'était emparé de ces territoires palestiniens, les diplomates israéliens disaient « mais bon, c'est une carte à jouer dans la négociation. En gros, vous en faites pas, on va rendre ça en échange de la paix. » Vous avez la carte derrière. Et effectivement, la résolution 242 du 22 novembre 1967 prônait, c'est important parce qu'elle est toujours valable aujourd'hui, elle est une base de solution, le caractère inadmissible de l'acquisition de territoires par la guerre. C'était ça le point de départ de cette résolution. Et donc demander à Israël de se retirer des territoires occupés, dont j'ai parlé, en échange d'une reconnaissance par les pays arabes voisins du droit à l'existence et à la sécurité de l'État d'Israël. Et 5 jours après cette résolution du 22 novembre, donc le 29, De Gaulle, qui était président de la République à l'époque, donnait une conférence de presse et il déclarait quelque chose qui est presque, vous allez le voir, visionnaire, quand on pense que ça date de 67. Voilà ce qu'il disait. Maintenant, Israël organise sur les territoires qu'il a pris l'occupation qui ne peut aller sans oppression, répression, expulsion, et il s'y manifeste contre lui une résistance qu'à son tour il qualifie de terrorisme. On peut aimer ou pas aimer le général de Gaulle, c'est une autre affaire, mais c'est extraordinaire la prescience qu'il a eue de ce qui allait se passer dans la Palestine occupée. Alors les diplomates donc promettaient que tout ça allait se régler, sauf que dès la fin juin 67, donc quelques jours après la fin de la guerre, Israël annexait Jérusalem-Est, l'étendait de 64 km² pris sur la Cisjordanie pour la réunifier à Jérusalem-Ouest et en faire la capitale réunifiée et éternelle, c'est le texte de la loi de l'époque, de l'État d'Israël. Quant à la Cisjordanie, il y avait un plan qui s'appelait le plan Allon, du nom du vice-premier ministre, Yigal Allon, qui commençait un programme de colonisation, sauf qu'à l'époque, il faut le dire, c'était une colonisation sécuritaire, essentiellement. Ce n'était pas des colonies de peuplement avec des milliers de colons, comme on le voit aujourd'hui. Ce mouvement de colonisation, qui en gros stagne jusqu'en 1977, il y a 5000 colons en 1977, donc en 10 ans, c'est pas beaucoup. Mais à partir de 1977, la droite israélienne arrive au pouvoir, avec Menachem Begin, et la colonisation se développe en grand. Ça, si j'en crois le quotidien israélien Haaretz, il y a actuellement 700 000 colons, juifs donc, israéliens juifs, en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. Très précisément, si vous voulez les chiffres, 470 000 en Cisjordanie et 230 000 à Jérusalem-Est. Les 8 000 qui étaient à Gaza, comme vous savez, s'en sont retirés
en 2005, après le retrait unilatéral décidé par Ariel Sharon. Alors, pour le droit international, c'est relativement simple. Toutes les colonies sont illégales. Elles sont contraires aux résolutions de l'ONU et aux conventions de Genève de 1949. Pour le droit israélien, c'est un peu plus compliqué. Une partie des colonies sont légales, les 131 colonies implantées par le gouvernement. Que faire? Vous entendez, hein? Vous m'entendez ou non? Oui, ça va? Bon, on va faire comme si c'était possible d'en avoir un autre, parce qu'après ma voix, pour les conférences qui suivent, va souffrir. Voilà. Donc, les 131 colonies installées par le gouvernement, les gouvernements israéliens successifs, sont considérées comme légales en Israël. Ce qui est illégal, selon le droit israélien, c'est ce qu'on appelle les avant-postes, et il y en a une centaine. Il y a un point très important que vous devez comprendre, c'est que entre 1967, l'occupation, et 2017, la première loi d'annexion, il y a une ambiguïté qui reste très clairement affichée par tous les gouvernements israéliens. C'est-à-dire, on ne nous dit pas quel est le statut de la Cisjordanie. Jérusalem-Est est annexée, ça ne fait pas de doute. Gaza est évacuée, entourée, mais évacuée. En revanche, merci beaucoup. En revanche, ça n'est pas évident pour la Cisjordanie de répondre à son statut. Je ne rentre pas dans le détail juridique, mais si vous voulez, les dirigeants israéliens, à travers l'histoire, s'appuient sur un passage de la Convention de Genève de 1949 qui permet la création de zones de sécurité, alors qu'elle interdit de transférer de la population du pays occupant au pays occupé. Donc, le gouvernement israélien a toujours affirmé qu'il créait des zones de sécurité, sauf que depuis, comme vous l'avez entendu, il y a 470 000 personnes dans ces zones de sécurité. C'est donc plus des zones de sécurité, mais des colonies de peuplement. C'est la raison pour laquelle, je vous ai dit tout à l'heure, la loi du 6 février 2017 est une loi historique. Parce qu'elle met fin à cette ambiguïté. Elle ouvre la voie à la non pas à la colonisation seulement, mais à l'annexion de tout ou partie de la Cisjordanie. Il faut noter, parce que c'est évidemment très important, que la Cour suprême israélienne, qui est une espèce de mélange de ce que sont chez nous le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État, pour ceux qui ont étudié ça ou qui l'étudieront, vous verrez ça à Sciences Po pour ceux qui iront, vous avez une décision de la Cour suprême qui gèle la loi. C'est-à-dire qui dit la loi, on ne sait pas si elle est conforme aux règles constitutionnelles israéliennes. Sauf que, actuellement, le gouvernement de Benjamin Netanyahou a mis en cause, avec des projets précis, la composition et le statut de la Cour suprême. Donc la Cour suprême a gelé, mais elle-même, si je puis dire, est gelée par le gouvernement. En tout cas, ce qui est clair, c'est que les promoteurs de cette loi d'annexion du 6 février 2017 n'ont absolument pas changé d'avis après la décision de la Cour suprême de geler leur loi. En l'occurrence, le principal promoteur, je vais parler de lui plusieurs fois, il s'appelle Naftali Bennett, il est le leader d'un parti qui s'appelle le Foyer Juif, et il est ministre de l'Éducation et ministre de la Diaspora en Israël. Et lui répète à qui veut l'entendre, je cite, « Nous devons donner nos vies pour l'annexion de la Cisjordanie ». Son parti est un parti qu'on peut qualifier d'ultranationaliste, et il considère, avec ses 8 députés et ses 4 ministres, qu'il est en état d'imposer sa vision des choses. Il faut dire que
l'histoire lui a donné raison. Puisque bien que n'ayant que 8 députés et 4 ministres, il a fait voter par la majorité du Parlement sa loi d'annexion, alors même que Benjamin Netanyahou avait demandé aux députés du Likoud, de son parti de droite, de ne pas la voter. Ils ont quasiment tous voté la loi d'annexion. D'ailleurs, entre-temps, Benjamin Netanyahou n'est même plus vraiment écouté de son propre parti, puisque à la fin décembre 2017, le comité central du Likoud s'est réuni contre son avis et a voté en faveur de la mise en œuvre de l'annexion de la Cisjordanie. En fait, si on essaye d'analyser ce qui se passe, je dirais que c'est un triple putsch. D'abord un putsch contre Benjamin Netanyahou. Je ne vais pas insister là-dessus, mais il est impliqué dans toute une série de scandales très graves, et il est vraisemblable qu'à un moment ou à un autre, ils doivent démissionner ou être démissionnés. Putsch aussi, je veux le dire quand même, contre l'opinion israélienne. Parce que c'est vrai que l'opinion israélienne s'est droitisée au fur et à mesure des décennies passées, mais elle n'est pas d'accord pour l'annexion. 70% des Israéliens, dans les sondages, refusent que la Cisjordanie soit globalement annexée. Troisièmement, c'est un putsch contre l'ONU, contre la communauté internationale, puisqu'il y a 1 an et quelques, le Conseil de sécurité, l'organe le plus important, décisif de l'ONU, avait voté une résolution avec l'abstention américaine, c'était encore Obama à l'époque évidemment, disant que la colonisation était inacceptable et que toute solution devait reposer sur le retrait d'Israël des territoires occupés en 1967 et sur la création d'un État palestinien à côté de l'État d'Israël. Et il y avait eu à Paris, le 15 janvier 2017, une conférence internationale avec 70 États qui, eux aussi, s'étaient prononcés pour ces solutions. Alors, il faut essayer d'être nuancé pour ce qui concerne Benjamin Netanyahou. Comme c'est le Premier ministre, je veux quand même en dire un mot. Je ne crois pas... Désolé. Vous voyez ce qui se passe quand on parle de Benjamin Netanyahou. Donc je ne crois pas que Benjamin Netanyahou, même s'il proteste, ait une opinion très différente de celle de Naftali Bennett. Lors de la dernière élection législative en Israël, qui avait lieu en 2015, le 17 mars 2015, il avait même fait une déclaration le jour du vote, pour essayer d'obtenir les voix qui lui manquaient, disant que tant que lui serait Premier ministre, il n'y aurait pas d'État palestinien. Après, il avait essayé de nuancer sa déclaration. Si vous voulez, Netanyahou a, contrairement aux dirigeants des partis d'extrême droite, je reviendrai sur cette différence entre droite et extrême droite, une particularité, c'est un homme politique très expérimenté, qui est le plus long Premier ministre de l'histoire d'Israël, à part le fondateur David Ben-Gourion, qui a été beaucoup plus long, et il est plus sensible à la réalité internationale, c'est-à-dire qu'il sait, quand on prend des positions trop radicales en Israël, ça risque d'isoler Israël sur la scène internationale. Et par exemple, pour illustrer ce que je vous dis, à la fin octobre dernier, Netanyahou a bloqué, à la dernière minute, un projet de loi qui allait être voté par la Knesset et qui autorisait, sous le nom de Grand Jérusalem, l'annexion pure et simple de 5 blocs de colonies qui se trouvent à l'est de Jérusalem. Je vous fais grâce de la liste de ces blocs. Non seulement c'est évidemment une violation, si l'annexion se fait, de toutes les résolutions de l'ONU, mais surtout,
elle a deux conséquences très importantes. Premièrement, si on annexe ces 5 blocs de colonies, on ajoute 125 000 colons juifs à la population juive de Jérusalem, donc on bouscule complètement les rapports de force démographiques, mais surtout, comme on annexe le territoire, pas seulement les gens, il n'y a plus d'espace pour une capitale palestinienne à Jérusalem-Est. C'est-à-dire, concrètement, on ne peut plus avoir de capitale palestinienne, ce qui veut dire, en clair, qu'il ne peut pas y avoir d'État palestinien. En revanche, Netanyahou n'a pas empêché un vote très important, le 2 janvier de cette année, 2018, d'un amendement à la loi de 1980 sur Jérusalem. C'est un peu compliqué, mais j'essaie de vous l'expliquer, qui a deux aspects. Premier aspect, l'amendement verrouille tout vote qui permettrait de restituer une partie de Jérusalem-Est aux Palestiniens. Avant, il suffisait de 61 voix. Après cet amendement, il en faut 80 sur 120. Imaginez que pour réunir 80 députés pour restituer une partie de Jérusalem aux Palestiniens dans le cadre d'une négociation de paix, il faut se lever de très 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 bonne heure. Deuxièmement, par contre, cette loi, cet amendement permet d'expulser de Jérusalem des quartiers palestiniens qui sont en dehors du mur. Alors ils resteraient sous la souveraineté d'Israël, mais les habitants, 130 000 à peu près, de ces quartiers, ne seraient plus considérés comme des résidents de Jérusalem. Donc là aussi, on modifie brutalement les rapports de force de Jérusalem. Il y a chaque année un rapport qui est écrit par les consuls de l'Union européenne à Jérusalem, puisqu'il n'y a pas d'ambassade à Jérusalem. Il y aura bientôt l'ambassade américaine, peut-être celle du Guatemala, mais il n'y en a pas d'autres, il n'y a que des consulats. Eh bien, ces consuls considèrent que l'ensemble de ce qu'ils appellent ce charcutage, à la fois annexion d'un côté, expulsion de l'autre, amènerait à une modification des rapports de force démographiques considérables. Ils disent que la part des Palestiniens passerait de 40% aujourd'hui à 20% ensuite. Donc on diminue par 2. Alors, on peut se dire, mais au fond, ces dirigeants de droite et d'extrême droite, qui sont très isolés sur la scène internationale, pourquoi se permettent-ils de mettre en œuvre cette politique extrêmement radicale? Je crois qu'il y a plusieurs raisons à ça. Moi, j'appelle ça, quand je parle d'une manière non pas scolaire ou universitaire, mais journalistique, je parle d'un carédas que détient l'extrême droite israélienne. Carédas momentané, conjoncturel. Premier élément du carédas, Donald Trump. C'est la première fois qu'Israël peut compter sur un président américain absolument inconditionnel de sa politique. Entre nous soit dit, pas du tout parce qu'il l'approuve ou la désapprouve. Parce que son électorat, celui sur lequel il compte pour être réélu, est très favorable à Israël. Donc Trump suit Israël pour des raisons essentiellement intérieures et électorales. Tout le monde a dû vous dire, ou vous avez entendu dire, que Trump est imprévisible. Je ne parle pas du personnage et de sa psychologie, ça c'est une autre affaire, même Sigmund Freud aurait du mal à s'y retrouver, mais politiquement, il n'a rien d'imprévisible au Proche-Orient. Sa stratégie tient en 2 points. Premièrement, une grande alliance des États-Unis et d'Israël avec l'Arabie Saoudite et ses alliés du Golfe contre l'Iran. Et deuxièmement, imposer aux Palestiniens un règlement de paix à très 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 bas prix qui permette de mettre fin au conflit. Donc, premier élément du carédas, Trump. Et vous avez vu comment il a décidé, tout seul, comme un grand, que Jérusalem était la capitale d'Israël contre l'avis de l'essentiel de la communauté internationale.
J'ajoute que Donald Trump, pour la première fois dans l'histoire diplomatique des États-Unis depuis 1967, a semblé, je dis bien semblé, remettre en cause la solution des deux États. Alors, je vous le cite pour que vous voyez quand même le niveau, c'est traduit en français, enfin, en anglais c'est pas mieux, des déclarations de ce président, c'est niveau CM2, quoi, à peu près. Je cite, c'est vrai, hein, c'est pas une blague. Hein. Je regarde deux États et un État. Et si Israël et les Palestiniens sont contents, je suis content avec la solution qu'ils préfèrent. Les deux me conviennent. Mais derrière cette formule un peu ridicule, il y a l'abandon éventuel de la solution des deux États. On a un mystère qui est toujours très épais autour du plan de paix dont Donald Trump parle depuis qu'il est élu sur Israël et Palestine. Il y a des fuites. Alors les fuites, je ne sais pas s'il faut les considérer comme sérieuses ou non, mais je vous les donne parce que c'est quand même des éléments. On aurait une annexion à Israël de l'ensemble des blocs de colonies. On appelle bloc de colonies, comme son nom l'indique, un ensemble de colonies qui forment un bloc. Ça voudrait dire 10 à 15% de la Cisjordanie en territoire effectif, mais près de 50% en territoire municipal, ce qui est inscrit dans le cadastre de la Cisjordanie. Les Bantoustans, parce qu'on ne peut pas les appeler autrement, palestiniens qui resteraient, seraient limités à ce qu'on appelle les zones A et B, amputés de toutes ces colonies. On aurait un abandon définitif de Jérusalem-Est comme capitale de l'État palestinien. Le pseudo-État palestinien aurait sa capitale à Abu Dis, qui est un petit village à l'extérieur, à l'est de Jérusalem. Et surtout, pour les Palestiniens, c'est une question majeure, il y aurait définitivement un abandon du droit au retour pour les réfugiés palestiniens, c'est-à-dire ceux qui ont été chassés en 1948 et leurs descendants. Droit au retour affirmé par la résolution 194 de l'ONU du 11 décembre 1948. Il y aurait une voie de passage entre Gaza et la Cisjordanie, mais sous souveraineté israélienne. Donc, on imagine des checkpoints avec toute une série de mesures particulières. Et bien sûr, Israël conserverait la maîtrise à la fois de l'espace aérien et de l'espace maritime. Et enfin, la communauté internationale serait priée de reconnaître Israël comme État-nation du peuple juif. Ce qui pose un problème, je le signale au passage, c'est qu'il faudrait quand même consulter les millions de juifs qui vivent ailleurs qu'en Israël, qui sont la majorité des juifs, et qui n'ont pas de raison d'être citoyens d'un autre pays que le leur. Ça, il n'y a pas eu pour l'instant de discussion là-dessus. C'est pourquoi Saeb Erekat, qui est le secrétaire général de l'Organisation de libération de la Palestine, a considéré, ça vous donne une idée des réactions palestiniennes, que ce plan mènera, je cite, à la création d'un État doté de deux systèmes, en légitimant donc l'apartheid et les implantations conformément aux critères américains. Il faut bien que vous le mesuriez. Rien n'est fait. La Cour suprême n'a pas dégelé la loi sur l'annexion, mais rien n'est impossible. On peut avoir très vite, y compris pendant l'année 2018, un processus d'annexion qui met fin à la solution dite des deux États. Donc, impose un seul État. Et alors évidemment, la question c'est quel État ? Peut-être vous le savez, peut-être non. J'ai moi-même coordonné un livre collectif il y a quelques années sur Palestine-Israël, un État, deux États, avec des gens qui étaient pour, des gens qui étaient contre, enfin des gens de toutes opinions. C'est un très vieux débat. C'est un vieux débat du côté juif, parce que dans les années 20 et 30,
un très grand nombre d'intellectuels juifs, de militants, étaient favorables à un seul État binational. Ils appelaient ça une fédération judéo-arabe. Mais c'est vrai aussi que parmi les Palestiniens, on en discutait, parce que jusqu'en 1974, les Palestiniens étaient pour une seule Palestine, disait-il, laïque et démocratique, où tout le monde pourrait vivre ensemble. Alors, peut-être simplement pour l'intérêt du débat, puisqu'il risque d'être un débat de demain et pas seulement d'hier, quelques éléments. Sur la solution dite binationale, biétatique, et pas biétatique, hein, c'est binationale, ça veut dire juifs et arabes ensemble au sein d'un même État. Biétatique, ça veut dire deux États côte à côte. Donc quels sont les avantages, il y en a 4 à mon avis, de la solution binationale? D'abord, en tout cas c'est mon avis, c'est un idéal beaucoup plus conforme que les deux États aux valeurs qui sont celles du monde d'aujourd'hui. Est-ce que vous avez envie de vivre dans un monde d'États ethniques ou ethnico-religieux? Et on sait bien que quand on dit État ethnico-religieux, ça veut dire qu'il peut y avoir du nettoyage ethnique ou du nettoyage ethnico-religieux. On voit, vous voyez, ce qui peut se passer. Il n'y a qu'à penser à la Syrie, par exemple, ou à l'Irak, ou au Yémen, ou à la Libye, sur les conséquences. Deuxième avantage, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une tradition de part et d'autre de réflexion sur la possibilité d'un État commun binational. Troisième avantage, et c'est très sérieux ça, vous avez aujourd'hui une imbrication des deux peuples. C'est pas comme si les uns étaient d'un côté, les autres de l'autre. Vous avez 1 500 000 Palestiniens arabes en Israël, citoyens d'Israël. Vous avez 700 000 colons israéliens en Palestine. Donc vous avez des mélanges avec toutes ces colonies partout qui font que c'est très difficile de tracer la réalité des frontières de deux États. On peut dire évidemment les frontières de 1967, mais entre-temps, les choses ont beaucoup changé sur le terrain. Et donc, du coup, quatrième avantage, la solution binationale, elle offre, apparemment en tout cas, la possibilité de régler simplement des problèmes comme les frontières. Ben, il n'y en a plus. Il n'y a plus que les frontières extérieures d'un seul État. Les problèmes de la capitale, c'est évidemment un seul État, donc la capitale est à Jérusalem pour tout le monde. Les problèmes des colonies, puisque les colonies, ben, elles restent là où elles sont. Après, leur statut est un problème de discussion. Et on peut très bien imaginer, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais ça me paraît important, un double droit au retour. C'est-à-dire un droit au retour pour les Juifs qui veulent venir vivre en Israël, et ça existe, il y a une loi en Israël qui permet le droit au retour, mais aussi pour les réfugiés palestiniens qui ont été chassés et qui pourraient revenir. Il y a quand même dans cette belle perspective, qu'on peut aimer, moi j'aime bien, 3 gros problèmes. Premier problème, la volonté des peuples, c'est-à-dire les Israéliens n'en veulent pas, et une bonne partie des Palestiniens, pas tous, loin de là, hein, mais une bonne partie n'en veulent pas non plus. Donc on peut se demander si la solution des deux États n'est pas une solution au moins de transition pour permettre aux uns et aux autres d'avoir suffisamment envie, comme disait l'autre, de vivre ensemble. Deuxième obstacle, c'est un tout petit peu plus stratégique, mais je crois que c'est important de le dire. Depuis que l'OLP s'est prononcé pour les deux États, c'est-à-dire a reconnu l'État d'Israël et demandé à avoir un État, officiellement c'est en 1988, ben, ils ne l'ont pas obtenu. C'est un fait. Malgré l'isolement d'Israël au plan international, les résolutions de l'ONU, etc., etc., ils n'ont pas obtenu leur État. Donc, est-ce que vous imaginez, ce qu'on peut imaginer, que les Israéliens vont accepter quelque chose qui, de leur point de vue, est bien pire, c'est un seul État? Pourquoi je dis c'est bien pire? Pour eux. Parce que le but de Theodor Herzl, quand il a fondé le mouvement sioniste, c'était de créer un État pour les Juifs. Alors, s'il y a un État palestinien à côté, ça n'empêche pas qu'Israël reste un État pour les Juifs tant que ses citoyens sont d'accord avec cette définition.
Mais s'il y a un seul État, c'est plus un État juif, c'est un État binational. Donc c'est la fin de ce qu'on appelle le mouvement sioniste. Dernière grosse remarque, si les rapports de force permettent pas autre chose que ce que propose aujourd'hui l'extrême droite israélienne, c'est-à-dire un État d'apartheid, un État unique mais pas démocratique, pas binational, pas où les Palestiniens aient le droit de vote, alors comment on fait pour garantir les droits des uns et des autres? Où sont les droits nationaux des Arabes et des Juifs? Où sont les droits religieux des Juifs, des musulmans, des chrétiens? Où sont les droits constitutionnels sur la base desquels on peut vivre ensemble? Bref, vous voyez, il y a énormément de problèmes. Le point central, quand on va au bout de toute cette analyse, c'est la question du droit de vote ou non des Palestiniens annexés. Parce que vous comprenez bien qu'il y a une décision à prendre pour l'extrême droite et pour la droite israélienne qui est très compliquée, puisque ils prétendent aujourd'hui, c'est leur formule, que l'État d'Israël est un État juif et démocratique. Admettons que demain, il y ait une majorité arabe dans le grand État d'Israël avec la Cisjordanie annexée. Qu'est-ce qui se passe? Ou bien l'État veut rester juif, alors il est plus démocratique puisque la majorité n'est pas juive, ou bien il veut être démocratique, à ce moment-là il n'est plus juif puisque la majorité n'est plus juive. Donc il y a quelque chose qui tourne autour à la fois du droit de vote des Palestiniens et de la réalité des rapports de force démographiques. Et sur ce point, j'ai une nouvelle importante pour vous, c'est que aussi bien les statisticiens, les démographes israéliens que les démographes palestiniens sont d'accord sur un point, aujourd'hui ou dans un an ou deux, il y a des débats, la réalité c'est qu'il y a autant de juifs que d'arabes que de juifs dans le Grand Israël ou la Grande Palestine, comme vous voulez l'appeler. 6 580 000 de part et d'autre. Et c'est ça qui vous explique que la question du droit de vote devient petit à petit une question absolument centrale. Pour des dirigeants d'extrême droite comme Naftali Bennett, que je citais tout à l'heure, c'est clair, il l'a dit, redit, re-redit, pas question de donner le droit de vote aux Palestiniens annexés. Les Palestiniens d'Israël l'ont, mais les autres, non. Il y a quand même un tout petit peu de tangage du côté israélien. Par exemple, le président de l'État d'Israël, bon, c'est un homme, mais c'est un homme qui est président quand même, Reuven Rivlin, il est partisan de l'annexion, c'est un homme de droite, c'est un homme du Likoud, mais il a dit, je cite, « Appliquer la souveraineté à une zone donne la citoyenneté à ceux qui y vivent. Il n'y a pas de loi différente pour les Israéliens et pour les non-Israéliens. » Du côté palestinien, je vous ai dit ce qui était leur position. Il y a un vrai problème stratégique pour les Palestiniens. Vous le mesurez sans peine, c'est-à-dire, ils étaient depuis 1974 pour 2 États. L'ONU leur a donné raison, largement. Ils sont entrés comme État de Palestine à l'UNESCO en 2011, à l'ONU en 2012, à la Cour pénale internationale en 2015. Donc ils ont un soutien diplomatique, en tout cas, très important. Mais il n'y a plus 2 États. L'espace politique et géographique des 2 États est remis en cause par les dirigeants israéliens. Donc que faire? Et je peux vous dire, pour l'instant, on n'a pas de réponse palestinienne à cette interrogation stratégique absolument considérable. Moi, j'ai un très bon ami qui a fait ses études à Sciences Po en France, qui est aujourd'hui délégué de la Palestine à l'ONU, à New York, et le lendemain du vote de la loi d'annexion, il a écrit sur sa page Facebook, c'est la seule citation Facebook de cette conférence, je cite, « Nous ne pouvons plus reporter la préparation de la transition
vers une lutte anti-apartheid susceptible de mobiliser la totalité de notre peuple, d'encourager les pressions internationales, de rétablir l'histoire, etc., etc. Autrement dit, lui, il dit, on a un acquis de soutien international aux deux États, très bien, mais il faut se préparer à une lutte pour l'égalité des droits dans un seul État. Il n'y a pas laissé les dirigeants israéliens s'engager sur cette voie sans qu'il y ait une véritable bataille qui est susceptible d'être soutenue dans le monde entier, parce que comme vous le savez, il n'y a plus d'État d'apartheid dans le monde. Il n'y a plus d'État qui officiellement, en tout cas, ça se pratique, mais ça ne s'affiche plus, considère que les uns, une partie de la population a des droits politiques et une autre partie de la population n'en a plus. L'Afrique du Sud de l'apartheid a disparu de la scène avec la victoire de Nelson Mandela. Ce qui est très important maintenant, c'est de mesurer que ces questions, disons, israélo-palestiniennes ont des conséquences en Israël même. Je ne vais pas développer ça parce que ce serait le thème d'une autre conférence, mais depuis 6 ans, il y a une série de lois qui ont été votées par la Knesset à l'initiative de la droite et de l'extrême droite, qui sont des lois qui posent des problèmes aux Israéliens. Là, ce n'est pas une question de Palestiniens, c'est une question d'Israéliens. Il y a une loi qui interdit le boycott, même celui des produits des colonies. Il y a une loi qui interdit de commémorer ce que les Palestiniens appellent la Nakba, l'expulsion de 1948, c'est interdit. Vous avez une loi unique au monde, elle permet à 90 députés, sur 120, donc il y a 120 députés à la Knesset, d'exclure les 30 autres. Vous imaginez la République en marche, qui se réunit et qui décide d'exclure de l'Assemblée nationale le groupe du Front National, le groupe de la France Insoumise et le groupe communiste. Et voilà, ben c'est ça, la loi a été votée en Israël. Pas chez nous, hein. Pas chez nous. Vous avez une loi qui propose, je vous en ai parlé tout à l'heure, de transformer Israël en État-nation du peuple juif. Ce qui veut dire donc qu'il n'y a pas d'autres nations, donc les Palestiniens n'ont plus en Israël, pour les 1 500 000, de droit à l'autodétermination, mais en plus, les Juifs du monde entier sont, de fait, enrôlés comme citoyens de l'État d'Israël. J'ai évité de mettre trop d'adjectifs en parlant des dirigeants d'extrême droite, parce que je me trouve dans un lycée, et que je ne veux pas apparaître comme un militant, mais quand même il faut mesurer que quand on dit extrême droite, c'est vraiment extrême droite. Par exemple, la ministre de la Justice de ce gouvernement, qui s'appelle Ayelet Shaked, elle a, pendant la dernière guerre contre Gaza en 2014, inscrit sur sa page Facebook, dont j'ai la copie en hébreu, pour ceux qui voudraient vérifier, la phrase suivante, elle dit, je résume un tout petit peu, « L'ensemble du peuple palestinien est l'ennemi d'Israël », et elle ajoute que ça justifie, je cite, « sa destruction, y compris ses vieillards, ses femmes, ses villes et ses villages, ses propriétés et ses infrastructures. » No comment. Je vous ai dit tout à l'heure que l'opinion israélienne s'était radicalisée, mais pas au point de soutenir une politique d'annexion. Elle s'est quand même radicalisée. Il faut bien l'avoir en tête. Je vous donne quelques exemples d'un sondage, une étude sociologique, qui date de mars 2016, c'est la dernière en date, qui est assez intéressante. 61% des juifs israéliens pensent que Dieu a donné la terre d'Israël aux Juifs. Et j'ai des amis en Israël qui plaisantent et qui disent que même les athées en Israël pensent que Dieu a donné la terre aux Juifs. 76% des Israéliens pensent que la notion d'État juif est compatible avec la démocratie. 45%, c'est plutôt positif, pensent qu'Israël et un État palestinien peuvent coexister pacifiquement, mais 43% pensent le contraire.
Et enfin, c'est peut-être le plus grave, 48% des juifs israéliens se prononcent en faveur de l'expulsion des Arabes, contre 46%. Et il y a 6% qui ne savent pas. Donc, vous voyez qu'on est vraiment dans un moment extrêmement inquiétant pour les uns et pour les autres, et pour nous tous, parce qu'on en paye les conséquences. Tout conflit grave au Moyen-Orient, au Proche-Orient, on sait ce que ça signifie chez nous, ça signifie émigration de masse, et ça signifie terrorisme. Donc, même si on ne veut pas s'occuper de cette question, elle s'occupe de nous, avec des conséquences pour notre vie à nous, Français, je veux dire, ou habitants, disons, de la France. Alors, est-ce que la Cour suprême va dégeler cette loi? Est-ce que Trump va aller jusqu'à soutenir l'annexion? Est-ce que on aura une adaptation stratégique des acteurs? Je vous ai parlé des Palestiniens. Est-ce qu'ils vont s'adapter à cette situation, ou bien continuer à répéter le même discours mais qui n'a plus prise sur la réalité? Tout cela dans un monde en plein chaos et avec, vous le savez, une montée des populismes en tout genre, ce que mon ami et collègue Bertrand Badi appelle le trompo-erdogano-poutinisme. C'est un résumé rapide. Évidemment que la seule réponse à tout ça, c'est d'abord beaucoup de sérieux, beaucoup de sang-froid et de l'empathie en direction de ces populations. J'ai fait, je me permets d'en parler parce que j'y tiens, sinon je ne l'aurais pas fait, un petit livre récemment, qui est ici, qui s'appelle « Antisionisme égale antisémitisme, point d'interrogation, réponse à Emmanuel Macron ». Pourquoi? Parce que le président de la République, le 16 juillet dernier, lors de son discours à la commémoration de la rafle du Veldiv, a affirmé, en présence de Benjamin Netanyahou, c'était la première fois qu'il y avait un Premier ministre israélien à cette cérémonie, je cite, « Nous ne céderons rien à l'antisionisme, car il est la forme réinventée de l'antisémitisme. » C'est la première fois qu'un président de la République disait cela. Et c'est quand même un amalgame étrange, si vous voulez, c'est assez logique à expliquer. Vous avez d'un côté l'antisémitisme, qui est un délit, comme toutes les formes de racisme. C'est puni par les lois, et on a toutes les lois qu'il faut, 1881, 1972, 1990, le code pénal. Si on veut sanctionner le racisme et l'antisémitisme, on a de quoi faire. Et puis vous avez l'antisionisme, qui est une opinion, qu'on peut approuver, désapprouver, condamner, réprouver, tout ce que vous voulez, mais c'est une opinion. Qui veut dire quoi? Ça tient en deux phrases. Theodor Herzl, le fondateur du sionisme, pensait que les juifs ne pouvaient pas s'assimiler dans les pays où ils vivent. La suite lui a montré que non. Malgré le génocide, il y a aujourd'hui en Europe, en particulier aux États-Unis, des millions de juifs qui non seulement y vivent à peu près correctement, avec parfois des problèmes, on le sait, mais qui en plus se marient à 60 ou 70% avec des non-juifs. Aujourd'hui, la grande masse des juifs se marient avec des non-juifs. Vous me direz, la belle affaire. Je vous réponds, la belle affaire. Mais pour les rabbins, non. Parce que pour les rabbins, un enfant qui est le fils ou la fille d'une femme qui n'est pas juive, il n'est pas juif. Et donc ce mélange inquiète les rabbins orthodoxes. Il y a des rabbins libéraux qui ne s'en inquiètent pas du tout. Et puis il y a un autre aspect, donc, dans l'affirmation du président de la République, c'est que si on met le doigt là-dedans, dans cette affaire de sanctionner l'antisionisme, alors on rentre dans le délit d'opinion. Vous ne savez pas, vous, ce que c'est que le délit d'opinion, parce qu'il n'y en a pas en France. Il n'y a pas de délit d'opinion. Mais moi, qui suis un tout petit peu plus âgé que vous, je me souviens, quand j'étais gamin, pendant la guerre d'Algérie,
ma maman, elle lisait des journaux, et il y avait des endroits dans les journaux qui étaient blancs. C'était la censure obligatoire qui passait derrière le dos des journalistes dans les journaux, qui enlevait ce qui ne lui plaisait pas. Voilà, le délit d'opinion, c'est ça. Est-ce qu'on veut ça pour la France de 2018? Je ne le crois pas du tout. Et de toute façon, quelles que soient les décisions que prendront le président de la République, le Premier ministre, le Parlement, nous avons, je vous en parlais tout à l'heure, un Conseil constitutionnel qui ne laissera jamais passer, j'en suis persuadé, l'idée même d'un délit d'opinion. Parce qu'imaginez que les sionistes obtiennent l'interdiction de l'antisionisme, alors les communistes vont demander l'interdiction de l'anticommunisme, les gaullistes l'interdiction de l'antigaullisme, les libéraux l'interdiction de l'altermondialisme, et Manuel Valls l'interdiction d'à peu près tout. Donc on ne peut pas entrer dans cette logique-là. C'est une logique extrêmement liberticide, qui est contraire à tous les éléments du droit français. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses. La Constitution de la Ve République. L'ensemble de la Convention européenne des droits de l'homme. Toute personne a le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Vous voyez bien, on est dans un débat qui démarre avec Israël-Palestine et qui se termine avec les problèmes de liberté. C'est si vrai que, comme journaliste attentif, j'ai écouté le président de la République parler devant le dîner du CRIF, dont le président, logiquement, avait défendu ses thèses, donc avait demandé une loi contre l'antisionisme. Le président de la République a oublié cette petite phrase de son discours du Veldiv, il ne l'a pas répétée, alors qu'elle était attendue. Quelques jours plus tard, ça c'était le 7 mars, donc quelques jours plus tard, le 22 mars, Édouard Philippe, vous savez, celui qui est Premier ministre, vous voyez, a parlé en présentant son plan d'action contre le racisme et l'antisémitisme. C'était l'occasion ou jamais d'aborder ces questions, et lui aussi, qui avait repris la phrase de Macron quelques mois auparavant, en octobre, a oublié la phrase en question. Donc, il faudra attendre pour voir, dans les prochaines semaines, si cette évolution est confirmée ou non. Je veux faire une dernière remarque, spécialement pour vous. Tout le reste, j'aurais pu le dire dans n'importe quel cas, mais pour vous, je crois que c'est très important. J'ai parlé de la liberté d'opinion. La liberté d'opinion n'est évidemment pas celle de violer la loi. Le racisme et l'antisémitisme, je le redis, ce ne sont pas des opinions, c'est un délit. Et je vous ai dit, l'appareil législatif dont nous disposions en France contre ces poisons. Je dis poison parce que, au-delà du caractère insupportable du racisme, de la prétention à la supériorité d'une race sur une autre, qu'est-ce que c'est les races d'ailleurs? Quand on parle de sang, le sang français et le sang, vous avez déjà vu du sang qui a une couleur au-delà de tout ça, vous voyez bien que ce sont surtout des ferments de division et des instruments de provocation. Avec ça, avec le racisme, avec l'antisémitisme, on peut monter les gens les uns contre les autres, on peut permettre de dévier les débats nécessaires vers des débats qui ne le sont pas et qui sont même nuisibles. Je crois vraiment profondément que tous les êtres humains jouissent des mêmes droits, quelles que soient leurs origines, leur religion, leurs convictions, leur statut social. De la même manière, tous les peuples ont droit à l'autodétermination. Ça vaut des Palestiniens, ça vaut des Israéliens, de la même manière, et de tous les autres. Dans les drames dont j'ai essayé de parler d'une manière assez pointue aujourd'hui, la haine des Juifs comme la haine des Arabes, la détestation du judaïsme comme celle de l'islam, le rejet des Israéliens ou des Palestiniens en tant que peuple, c'est des pièges qui ne peuvent mener qu'à des impasses, et des impasses mortelles.
Ce n'est pas des impasses dans la lutte d'idées, ça a des conséquences concrètes sur le terrain. Et je sais que c'est un débat peut-être chez vous, parce que je l'ai rencontré dans beaucoup d'autres lycées. Il y a une dimension religieuse du conflit israélo-palestinien. Ce serait stupide de le nier. Pourquoi? Parce qu'un certain nombre de juifs israéliens argumentent leur cause avec la Bible. Et qu'un certain nombre de Palestiniens, pas tous, loin de là, argumentent leur cause avec le Coran. Ou avec la Bible pour ceux qui sont chrétiens, parce que n'oubliez pas qu'il y a aussi des Palestiniens chrétiens. Mais si on ne peut pas nier que le conflit est une dimension religieuse, le centre du conflit, ce dont il est question depuis plus d'un siècle, ce sont des questions politiques. De quoi est-ce qu'on parle entre Israéliens et Palestiniens quand on parle dans les négociations? On parle du territoire, on parle d'un ou de deux États, on parle de frontières, on parle de capitale à Jérusalem, on parle de colonies, on parle de retour des réfugiés ou de droit au retour des Juifs. Tout ça, ce sont des questions purement et simplement politiques, pas religieuses. Même si, évidemment, fait partie d'une solution politique le respect des lieux saints, de l'accès libre aux lieux saints, tous les lieux saints, ceux du judaïsme, ceux de l'islam, ceux de la chrétienté. Bref, il y a effectivement une partie du problème religieux qui fait partie de la solution politique. C'est pourquoi, moi je me permets en tout cas de vous appeler, si vous voulez exprimer de la solidarité aux uns, aux autres ou aux deux, ne le faites pas sur des bases religieuses. Faites-le sur des bases politiques, à partir de principes que vous estimez justes. C'est la défense du droit international, qui est la seule base possible, quoi qu'il arrive, de règlement raisonnable. Si on introduit les religions, a fortiori la haine de telle ou telle religion, on ne peut que faire le jeu des forces de guerre. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Brillant exposé et vraiment le savoir mis à disposition. Merci. Donc on va pouvoir échanger avec notre invité. Je crois qu'il a vraiment mis l'accent sur ce qui est absolument essentiel que vous compreniez, à la fois le long terme, la perspective historique, la dimension de crispation, la politique internationale qui évidemment a instrumentalisé aussi cette question. Et puis pour finir, bien sûr, et ça c'est quelque chose que nous, profs, nous mettons beaucoup en évidence dans nos cours, le fait que cette question du conflit israélo-palestinien, mais plus largement cette région du Moyen-Orient, a des effets sur nos sociétés et est un thème dont s'emparent les citoyens du monde, et en particulier aussi en Europe, et notamment en France, pour exprimer des points de vue et parfois s'égarer dans des voies qui ne mènent à rien. Ce qui vient de nous être rappelé avec beaucoup de force, et je vous en remercie, Dominique. Donc tout ça pour vous dire que maintenant la parole est à vous, et que c'est le moment de poser vos interrogations sans vraiment... vous n'avez pas besoin d'être spécialiste du sujet, ne vous sentez pas illégitime. Si justement on prend soin, et on a des conférenciers de renom qui viennent nous voir, c'est précisément parce qu'ils veulent un échange avec vous. Donc n'hésitez pas et ne soyez pas timide. C'est toujours les premières questions les plus difficiles. Et après, ça va mieux. Alors, qui veut commencer? On considère que la première question a été posée, j'y ai répondu très brillamment, et donc c'est la deuxième. Voilà. Nina. Merci. Est-ce qu'il y a des regroupements d'Israéliens d'Israël pro-palestiniens, et si oui, comment s'organisent-ils? Merci.
Est-ce que vous préférez qu'on prenne plusieurs questions Oui, c'est peut-être plus simple de faire en direct. D'accord. Donc tout le monde a entendu la question de Nina? Non? Elle a demandé s'il existait, je reformule un peu, mais un camp pour la paix dans la population israélienne. Et si oui, comment est-ce que ces forces de paix israéliennes pro-palestiniennes, enfin en tout cas qui reconnaissent le droit aux Palestiniens, tu me coupes si c'est pas ça, à exister, comment est-ce qu'ils s'organisent et voilà, est-ce qu'ils existent? Oui. C'est difficile de répondre à l'instant T. Pendant des décennies, à partir de 67 jusque, disons, à la seconde intifada, en 2000, il y a eu un camp de la paix en Israël, très puissant, qui était capable de réunir des centaines de milliers de gens dans un pays qui a quelques millions d'habitants, c'est-à-dire beaucoup plus que chez nous, en toute proportion. Par exemple, quand ont eu lieu en 1982 les massacres des camps palestiniens de Sabra et de Shatila, au sud de Beyrouth, il y a eu une manifestation de 400 000 personnes sur ce qui s'appelait à l'époque la place des Rois, Tel Aviv, qui aujourd'hui s'appelle la place Rabin, depuis l'assassinat d'Yitzhak Rabin sur cette place, d'ailleurs. C'est vrai qu'à partir de 2000, ce camp de la paix a reflué. Pourquoi? Parce que les accords d'Oslo n'ont pas débouché, l'accord de paix qui était attendu n'a pas eu lieu, on a mis ça à l'époque sur le dos des Palestiniens, les Palestiniens ont mis ça sur le dos des Israéliens, en tout cas c'était une confusion terrible, et la seconde intifada a été une catastrophe absolue. En 5 ans, 5000 morts palestiniens, 1000 morts israéliens, dont 600 dans des attentats kamikazes. 600. Donc il y a eu une espèce de traumatisme des deux côtés, du côté palestinien bien sûr, mais aussi du côté israélien, qui fait que petit à petit, le mouvement pacifiste en Israël a reculé. Il a reculé aussi pour une raison très importante. Je ne parle pas de la France, je parle d'Israël, mais vous verrez qu'il y a des points communs. C'est que le parti travailliste israélien, le parti socialiste, si vous voulez, israélien, a renoncé à toute politique de gauche, et notamment sur la question du conflit. Autrefois, Rabin en est le martyr, les travaillistes étaient pour un État palestinien à côté d'Israël. Bon, on pouvait discuter sur le détail des négociations, mais fondamentalement, ils étaient pour ça. Le Parti travailliste a cessé d'être partisan de cette solution. Actuellement, dans la plateforme de ce qui s'appelle, c'est son nom, le camp sioniste, et c'est l'ancien Parti travailliste, il n'y a même plus l'idée d'État palestinien. Donc, je vais vous donner peut-être une réponse précise à ce que vous dites. J'ai un très bon ami en Israël, j'en ai aussi de très bons en Palestine, qui est un animateur depuis toujours du mouvement pacifiste, c'est un Français d'origine, qui a été faire son aliyah, comme on dit en Israël, autour des années 60. Et il disait toujours, il y a deux roues du mouvement pacifiste. Une grande roue, plutôt travailliste, et puis une petite roue plus radicale, avec des gens d'extrême gauche. Bon. Et il disait, quand ça marche bien, la petite roue arrive à faire marcher la grande roue. Hein, ça entraîne, il y a un effet d'entraînement. Et il y a 1 an ou 2, quand je discutais avec lui là-bas, il m'a dit, nous on est toujours là, la petite roue, elle est très très active, mais il n'y a plus de grande roue. Donc on ne peut pas l'entraîner, il n'y en a plus. Alors, ça n'empêche pas, ce que je viens de dire, je termine là-dessus, qu'il y ait des centaines de petites ONG, les unes petites, d'autres beaucoup plus grandes, qui font un travail formidable. Par exemple, si vous voulez aller regarder, pour ceux que ça intéresse, sur Google, le camarade Google est un très bon camarade. Il nous aide bien quand même, il faut reconnaître. Parfois, il nous induit en erreur, mais en général,
vous regardez B'Tselem, B-E-T-S-E-L-E-M. Voilà une organisation de défense des droits de l'homme israélienne qui est extrêmement active aussi bien pour la défense des droits des Palestiniens que des droits des Israéliens. Vous allez regarder un autre nom, c'est Breaking the Silence. Pour ceux qui n'ont pas fait d'anglais, brisant le silence. C'est une association de soldats, d'anciens officiers, qui dénoncent ce que fait l'armée israélienne en Cisjordanie. Eux aussi font un travail absolument formidable. Vous avez The Women in Black, les femmes en noir, qui manifestent aussi. Vous avez une association qui s'appelle Marsom Watch. Ça veut dire l'observatoire des checkpoints. Donc c'est des hommes, des femmes, qui vont se poster à côté des soldats au checkpoint et qui vérifient comment les soldats se comportent avec les civils palestiniens. Et s'ils se comportent mal, ils le leur disent. Donc vous avez, je ne vais pas développer trop longuement, mais plein d'ONG. Mais tout ce travail des ONG, qui est remarquable, qui est courageux, enfin, on peut ajouter tous les adjectifs qu'on veut, n'a aucun débouché politique. Et au moment où il y a des élections, ça compte pour du beurre. D'autant que, je vous ai parlé tout à l'heure des lois liberticides qui ont été adoptées par la Knesset. Par exemple, Breaking the Silence, qui est sans doute l'ONG qui pose le plus de problèmes au gouvernement israélien, parce que c'est des soldats. Donc voilà, ça touche au cœur de l'histoire de l'État d'Israël et de son image, etc. Donc ils ont voté une loi, il y a quelques mois, qui interdit à Breaking the Silence de faire des conférences dans les lycées. Vous imaginez, comme on dit, Israël est la seule démocratie au Proche-Orient. Voilà. Donc si vous voulez, il y a un mouvement pacifiste, il est plus qu'il était comme alternative autrefois, mais il n'a pas de débouché, faute de force qui le représente. J'exagère, il y a évidemment des partis qui le représentent. Il y a un parti qui s'appelle le Meretz, il y a un parti sioniste de gauche qui est très actif, qui a condamné les tirs de Gaza le vendredi dernier. C'est le seul parti juif, j'entends, qui a condamné. Et puis vous avez les trois partis qui sont unis au sein de la liste arabe unie, qui a 13 députés à la Knesset, c'est pas rien, hein, c'est plus de 10% des députés, dont un des trois d'ailleurs est un parti judéo-arabe, le parti communiste israélien, il y a à la fois des juifs et des arabes. Mais vous comprenez bien que le Meretz plus ces trois partis arabes ou judéo-arabes n'ont pas vocation à être une alternative majoritaire dans l'État d'Israël. Donc il y a un vrai problème de débouché. Vous voyez, comme on n'est pas très loin de la situation française, l'absence d'alternative, ça pèse. Oui. Donc du coup, je vais rebondir, vous parliez des élections. Vous avez aussi évoqué tout à l'heure les ennuis qu'a Benjamin Netanyahou par rapport à la justice. Et ma question c'est, est-ce que tout ça, ça risque pas de profiter à des franges peut-être plus à droite encore même que Netanyahou ou plus nationalistes comme le ministre de la Défense actuel, dont on m'échappe actuellement. Mais et si oui, comment est-ce que ça se matérialiserait justement sur l'évolution du conflit israélo-palestinien ? Vous devriez venir à ma place. C'est exactement ça. Ce que beaucoup de gens ne voient pas d'ailleurs. Je fais plein de conférences où les gens me disent « Ah, il va tomber, Netanyahou va tomber. » Oui, d'accord, il va tomber, ce sera pire. Ça ne veut pas dire qu'il faut garder Netanyahou, mais je veux dire, l'alternative à la droite que représente le Likoud aujourd'hui en Israël, c'est l'extrême droite. Donc c'est deux partis essentiellement, dont on a parlé. Naftali Bennett et le parti Foyer Juif, qui est ouvertement annexionniste, avec des gens encore plus extrémistes que Bennett, j'ai parlé d'Ayelet Shaked, mais il y en a d'autres. Et puis c'est le parti d'Avigdor Lieberman, c'est le nom qui vous manquait, qui est un parti à l'origine russe, c'est-à-dire qui est destiné essentiellement aux citoyens israéliens d'origine russe, ils sont quand même plus d'1 million,
et qui s'appelle Israël Beteinu, ça veut dire Israël notre maison. Alors je dois dire pour la vérité, pour être précis, pour ne pas simplifier, qu'il n'est pas ouvertement pour l'annexion de l'ensemble de la Cisjordanie. Lieberman est plus modéré sur cette question. Mais en revanche, il est pour qu'on retire les droits politiques aux Arabes israéliens. Donc il est beaucoup plus extrémiste sur cette question-là. Est-ce qu'il y a une autre possibilité? Moi, je dis toujours, quand on débat de ça, que l'opinion israélienne est extrêmement volatile. C'est pas comme chez nous, où les gens restent, ils sont ça, ils restent ça, presque toute leur vie. C'est très rare que les gens changent d'opinion. Il y a eu un vrai bouleversement avec la République en marche, l'élection de Macron. Il y a eu là quelque chose qui s'est passé. Ça peut aussi se passer en Israël. Il y a en particulier un parti centriste qui s'appelle Yesh Atid, il y a un avenir, qui est dirigé par un homme qui s'appelle Yair Lapid, qui non seulement lui est influent, mais son père était influent. Ça compte beaucoup en Israël, les lignées. Vous savez, les gens qui sont les descendants des fondateurs d'Israël, on les appelle les princes d'Israël. C'est le surnom qu'on leur donne. Ça donne quand même une idée de l'importance des lignages, ou des lignées. Donc ce Atid, il est susceptible d'être une alternative, pas seulement d'ailleurs sur les questions israélo-palestiniennes, mais aussi sur les questions de politique économique et sociale. Puisque vous savez sans doute que Israël est, j'ai appelé ça dans un article de l'État du Monde, le meilleur élève de la classe néolibérale. Ça veut dire qu'il a des très bons résultats en matière de croissance, en matière de baisse du chômage, des résultats macroéconomiques formidables, mais les plus fortes inégalités de toute l'OCDE, de tout le monde riche. Inégalité, pauvreté, etc. Donc l'alternative, s'il y en a une, elle ne peut être que sur les deux fronts, sur le front de la paix et sur le front de l'égalité sociale. Mais la limite de ce que je dis, et je mesure bien que c'est une limite, c'est que ça supposerait que le parti travailliste se réveille. Parce que Yair Lapid et Yesh Atid, là aussi, tout seul, c'est sans espoir. Et pour l'instant, le parti travailliste, c'est comme la Belle au bois dormant, sauf qu'il n'y a pas de prince charmant. Donc elle dort, elle dort, elle dort, elle dort, et rien ne la réveille. Il y a secrétaire général après secrétaire général, dirigeant après dirigeant, c'est de Carib dans Silla. Les derniers, c'est... Le dernier, on dirait un patron du MEDEF, très à droite du MEDEF, quoi, au parti travailliste. Donc, voilà. Donc, si vous voulez, vous avez vraiment une crise alternative majeure. J'en profite pour redire, parce que tout à l'heure, vous avez peut-être interprété ce que je disais comme une allusion française. Non, non, nous avons dans le monde entier une crise d'alternative. C'est pas seulement Israël, c'est pas seulement en France, c'est globalement, c'est pas une crise de personnel politique seulement, c'est une crise de politique d'alternative. Et donc le résultat, pour l'instant, c'est que c'est les forces populistes qui l'emportent. Et pour une raison simple, c'est qu'elles sont simples. C'est-à-dire, le langage du populisme est un langage absolument simple, complètement stupide, excusez-moi le jugement, mais je le pense vraiment, mais qui répond aux questions des gens d'une manière stupide, mais quand il n'y a personne d'autre qui propose des réponses intelligentes, ou pas grand monde, on a ce qu'on appelle une crise d'alternative, et qui est extrêmement préoccupante là-bas, comme chez nous. Quand vous regardez ce qui s'est passé en Syrie, l'Irak, c'est une autre affaire, parce qu'il y avait l'intervention américaine. Mais en Syrie, une force alternative simple, organisée, aurait pu créer des rapports de force locaux, nationaux, régionaux et internationaux pour obliger le régime, obliger la dictature, à négocier avec le peuple. Rien n'empêchait qu'on ait une solution pacifique. Après tout, il y avait des manifestations, il y avait pas, au début, il n'y avait pas d'armes, il y avait pas, on ne tirait pas de coups de fusil, enfin si, du côté du régime, mais du côté... Voilà, l'absence de force alternative, elle a eu pour conséquence
ce que vous savez, 500 000 morts, la moitié des Syriens qui ont quitté leur foyer, la moitié des Syriens, dont la moitié sont partis à l'étranger. Voilà. Quand on parle de crise alternative, ce n'est pas un problème de caractère purement politique, c'est les conséquences absolument dramatiques qui peuvent en sortir. Thomas. Est-ce que, dans un cas d'alternative à Netanyahou, s'il s'en va, enfin, tout le monde qui revient par partir, est-ce que la mise en place d'un gouvernement post-sioniste pourrait lever l'omerta qu'il y a en France par rapport au sujet du sionisme, anti-sionisme, mis en corrélation avec l'antisémitisme? Ou alors c'est les élites, justement, Ce qui est très particulier, mais je n'ai pas envie d'en parler longuement parce que ce n'est pas l'objet de cette rencontre, c'est que ce genre de débat sur sionisme, antisionisme, ça n'existe pas en Israël. Absolument pas. Tous les jours, moi je lis, parce que c'est mon boulot, mon activité, je lis la presse israélienne, je lis notamment Haaretz, qui a une édition en anglais, je lis Jerusalem Post, qui a une édition en anglais. Il s'écrit des choses. S'ils écrivaient ça en France, le cri ferait crise cardiaque, immédiate. Parce que c'est tout à fait normal en Israël d'avoir des débats politiques, stratégiques, idéologiques, sans que ça produise... je veux dire, les lois, c'est une chose, les lois, elles visent des actions. Mais au niveau du débat d'opinion, il n'y a pas de limite à ça. Donc, si vous voulez, on est dans une situation particulière, c'est que ceux qu'écrivent des intellectuels ou des journalistes ou des dirigeants politiques, parfois israéliens, est presque impubliable chez nous parce que, regardez ce brave Zev Sterner, c'est un monsieur qui a quand même pas loin de 90 ans, qui est un des meilleurs spécialistes au monde du fascisme, de l'histoire du fascisme et de l'extrême droite, qui est prof à Sciences Po, enfin qui a été prof à Sciences Po, maintenant il n'est plus évidemment, qui est pris d'Israël, c'est la plus grande distinction qu'on peut avoir en Israël, qui est un homme qui a toujours été un militant travailliste de gauche, toujours pacifiste. Il a pris une grenade, une vraie grenade dans les pieds qu'un militant d'extrême droite lui a jeté il y a quelques années. Bref, si quelqu'un est inattaquable, c'est lui. Eh bien, quand il a publié dans Le Monde, il y a quelques semaines, un texte qui disait « Nous sentons en Israël les débuts de quelque chose qui ressemble au nazisme », ah, c'était un peu dur, hein. Évidemment, il n'a pas tourné autour du pot, il a dit des choses, mais ça a été la curée. Mais c'est incroyable, c'est-à-dire le décalage entre là-bas et ici. Maintenant, je vais vous dire franchement, j'ai fait ce livre parce que je pense que Emmanuel Macron s'est trompé. Je pense d'ailleurs qu'il s'est trompé sincèrement, c'est-à-dire qu'il ne connaît rien à l'histoire du sionisme et des Juifs. C'est pas son domaine, c'est pas son histoire, c'est pas son... Et il s'est fait... bon, voilà. Mais, donc, j'ai fait le livre avec l'espoir secret, qui ne l'est plus tout à fait, qu'il change d'avis. Et même, je vais être un tout petit peu immodeste, d'y contribuer. Parce qu'il se trouve que l'Élysée m'a demandé mon livre il y a plusieurs semaines. Voilà, donc... bon. Mais, ceci étant dit, avec toute l'importance que j'attache à cette question-là, ça n'est pas un débat qui m'intéresse. Franchement, s'il n'y avait pas eu la phrase de Macron, je n'aurais pas écrit. Pourquoi? Parce qu'on s'en fout. Sionisme, antisionisme, schmonisme, banisme, tounisme. C'est pas ça la question. La question, c'est comment trouver une solution de paix pour deux peuples qui respectent leurs droits, qui respectent les religions qui sont partie prenante de ce conflit, et c'est des questions politiques, pas idéologiques. C'est-à-dire, on peut être sioniste et pro-palestinien, comme disait l'autre, on peut être anti-sioniste et contre l'idée d'un État palestinien. Donc, l'idéologie
en fait, réellement, n'a pas, à mon avis, à entrer, en tout cas, au cœur du débat. Pour les historiens, oui. Comme historien, ça m'intéresse, l'histoire du sionisme, l'histoire de l'antisionisme, etc., bien sûr. Mais ça n'est pas le centre du débat. C'est les erreurs des uns des autres qui nous ont amenés à débattre de ça. Franchement, on a mieux à faire, dans l'intérêt des Palestiniens, des Israéliens et dans l'intérêt de la France, bien compris, que de se lancer dans des batailles idéologiques. Le plus important, c'est de trouver des solutions de paix qui soient valables et durables pour qu'on essaye, un, de résoudre la question israélo-palestinienne et deux, de contribuer à la diminution des tensions dans la région. Ça ne suffira pas d'avoir la paix entre Palestiniens et Israéliens pour que ça s'arrête en Syrie, en Irak, au Yémen, en Libye, etc. Mais ça aidera beaucoup. Parce que historiquement, c'est quand même autour du conflit israélo-palestinien, de l'expulsion des Palestiniens en 1948, que s'est noué un problème qui a été à la base de l'escalade au Proche-Orient. Donc si vous voulez, bon, je mène cette bataille personnellement parce qu'elle me tient à cœur à partir du moment où Emmanuel Macron a une opinion et je la respecte, mais j'ai le droit d'en discuter, et puis moi j'ai une opinion et je lui demande de la respecter aussi, et je ne suis pas le seul, visiblement, mais je ne pense pas, une fois que cette parenthèse sera refermée, qu'il faille faire le réveillon là-dessus. Il y a mieux pour le réveillon. Oui, je ne connais pas ton prénom. C'est bien. Tu veux le micro, Bilal? C'est Bilal, d'accord. Tu veux? Est-ce que vous pouvez nous expliquer la situation du Golan exactement? Parce que je n'ai pas très bien compris. Merci. Ah, du Golan. Donc déjà, il y a la carte derrière moi, donc ça m'évite des remarques géographiques. Donc vous voyez où ça se trouve. Le Golan faisait partie de la Syrie. Il a été occupé en 1967 par les troupes israéliennes. Il a été colonisé. Aujourd'hui, il y a 25 000 colons juifs israéliens dans les colonies du plateau du Golan. Et il y a eu une particularité. Les dirigeants israéliens, il faut dire, sont assez doués pour utiliser les moments à leur profit. Donc, je ne sais pas si vous connaissez ça, mais peut-être ça vous dit quelque chose. En 1980, au moment où il y avait les grandes grèves en Pologne, on est loin, hein, mais vous allez voir le rapport, Wałęsa, hein, ça vous dit, j'imagine, plus ou moins. Bref, il y a un coup d'État, un putsch, si vous voulez, un coup d'État militaire, du général Jaruzelski, qui, comme tous les généraux qui font des putschs, avait des lunettes teintées. C'est une maladie qu'ils ont tous. Pinochet, les lunettes teintées, Jaruzelski a les lunettes teintées, l'abruti qui a fait le coup d'État contre Gorbatchev, Yanaev, avait les lunettes teintées. Bref, Jaruzelski prend le pouvoir le 13 décembre 1980. Le 14 décembre, la Knesset se réunit et vote l'annexion du plateau du Golan. Évidemment, personne ne s'occupait du Golan, tout le monde regardait la Pologne, hop, c'est passé comme une lettre à la poste. Pourquoi est-ce que c'est important? On pourrait dire. Pour deux raisons. La première, qui est une raison, alors purement géographique, c'est un plateau en pente. Donc, dans une guerre classique, si vous avez vos tanks à vous en haut, et les autres, en l'occurrence les Israéliens, leurs tanks en bas, il y a un petit problème stratégique. Et en 1973, pendant la fameuse guerre de Kippour, du Ramadan, il y a eu une vraie panique du côté israélien. Une panique au sud, où les troupes égyptiennes ont bousculé la ligne de défense israélienne qui s'appelait la ligne Bar-Lev, et les chars syriens ont plus que bousculé l'armée israélienne
Et donc on a eu un départ en masse, en panique, des colons juifs du plateau du Golan, etc. Ce traumatisme-là, du côté israélien, il est très vivace. Alors, entre nous soit dit, c'est complètement idiot. Parce qu'aujourd'hui, on n'est plus dans cette guerre-là de chars. On est dans une guerre de missiles, et que ce soit le plateau en pente dans un sens ou dans l'autre, ou pas de plateau du tout, de toute façon, les missiles passent. Donc, la dimension stratégique n'est plus très importante. Il y a une deuxième dimension qui, elle, reste complètement d'actualité. C'est une des rares régions, le Golan, de toute la zone, qui est pleine d'eau. C'est une fontaine, le Golan. D'ailleurs, quand on va y marcher, moi j'aime beaucoup aller marcher dans le Golan, parce que c'est un lieu absolument magnifique, et en plus ils font du vin, des meilleurs vins du monde. Théoriquement, je ne devrais pas en boire, enfin bon, c'est du vin quand même. Bref, cette question de l'eau est absolument essentielle dans toute la région et pour les Israéliens en particulier. Et je crois que ça joue beaucoup dans la volonté de garder le Golan. C'est cette fontaine extra. Vous savez, le lac Tibériade baisse, le Jourdain, c'est une espèce de toute petite rivière aujourd'hui. Alors, il puise énormément en Cisjordanie, mais bon, il y a des limites à ce qu'on peut puiser et transporter, parce qu'il faut aussi transporter. Et je ne sais pas si vous le savez, parce que les journaux en France ne disent pas énormément de choses sur la société israélienne, l'économie israélienne, etc. Ça fait plusieurs étés qu'il y a des coupures d'eau à Tel Aviv. Pas toute la journée, mais tout d'un coup, tiens, bah aujourd'hui, bah, je ne me suis pas lavé. Ah oui, oui, on remarque. Bah, il n'y avait pas d'eau. Donc, la question de tenir le Golan comme réserve d'eau est extrêmement importante. Dernier point, pour que vous sachiez tout, il y a eu une négociation en l'an 2000, au printemps 2000, qui a abouti à un sommet entre Ehud Barak, qui était le premier ministre israélien, travailliste, théoriquement, et Assad, le père de Bachar, Hafez el-Assad, et ils se sont quasiment mis d'accord. Quasiment. Donc il y avait retrait israélien du plateau du Golan, restitution légale du plateau à la Syrie, et la seule, évidemment, normalisation des relations entre les deux pays, pas seulement diplomatique, à tout point de vue, et la seule nuance, et c'est ça qui a fait capoter la négociation, c'était que les Israéliens voulaient que leurs chars puissent patrouiller sur la rive est du lac de Tibériade. Donc, concrètement, sur une partie, la partie basse du Golan. Et ils se sont disputés, c'était un peu bizarre, comme souvent, pour savoir si les Syriens allaient récupérer la souveraineté sur cette zone, ou bien si ce serait... et les Israéliens leur loueraient pour 99 ans, ou bien si les Israéliens avaient gardé la souveraineté. Bref, tant et si bien que la négociation a échoué. C'est juste pour dire qu'on était vraiment à deux doigts de la solution du problème. Donc le problème n'est pas insurmontable. Ni la stratégie, ni l'eau. Bonjour. Alors moi j'ai une question. On assiste depuis plusieurs mois à un rapprochement entre Israël et l'Arabie Saoudite. Et du coup, je voulais savoir quelles seraient les conséquences pour les Palestiniens, ou en tout cas dans le conflit israélo-palestinien. L'affaire saoudienne est d'abord une affaire saoudienne. C'est-à-dire qu'il y a un changement radical dans le pouvoir en place, et Mohamed Ben Salman, qui n'est que prince héritier pour l'instant, enfin il sera roi, selon toute vraisemblance, il a comme principale préoccupation de construire son pouvoir. Et à mon avis personnel, c'est en fonction de cette préoccupation
qu'il détermine sa politique. Il n'y a pas que l'alliance, je vais y venir. Il y a l'opération menée contre le Qatar, qui n'était pas une opération militaire, mais pas loin. Enfin, c'était un embargo, etc. Ça a complètement échoué. Il y a la tentative d'enlèvement du Premier ministre libanais. Ça aussi, ça a complètement échoué. Il y a la guerre au Yémen, qu'il mène avec une coalition, avec des armes françaises, pour beaucoup, merci Monsieur Le Drian, et qui est terriblement meurtrière. C'est vraiment une des guerres les plus atroces qui soit, avec... c'est vraiment la population civile qui paye, hein. Il n'y a quasiment pas d'ailleurs de soldats là-dedans. Hein. Sauf que ça ne marche pas non plus. Donc, ce jeune prince ambitieux, très très jeune, hein, il n'a pas 40 ans, il a 33 je crois, 34, il a un vrai problème d'installation dans son pouvoir en Arabie Saoudite. Il a beaucoup de gens qui sont contre lui, hein, dans la famille royale. Comme vous l'avez peut-être suivi, il a même arrêté et a signé à résidence toute une série de corrompus. Alors, si on a signé à résidence tous les corrompus en Arabie Saoudite, il faut ouvrir des camps très 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 massifs. Bref, tout ça pour dire qu'à mon avis, il a choisi de s'appuyer, d'adosser son pouvoir aux États-Unis et à Israël. Avec comme raison ou prétexte, je vous laisse trancher, la lutte contre l'Iran. Mais votre question était très judicieuse. Les principales victimes de ce retournement d'alliance, puisque quand même, jusque-là, les Saoudiens n'étaient pas alliés aux Israéliens, ils étaient très proches des Américains, mais pas des Saoudiens. Les principales victimes, c'est les Palestiniens. Et vous le savez peut-être, ou vous pouvez vérifier, il y a des pressions extrêmes qui s'exercent de la part de, on l'appelle MBS, entre journalistes, Mohamed Ben Salman, sur Mahmoud Abbas et l'autorité palestinienne, pour qu'ils acceptent le deal américain dont je parlais tout à l'heure. Mais des pressions très importantes, avec des choses, enfin, quand on raconte ces choses-là, on ne croit pas, mais bon, les journalistes, on n'est pas toujours cru, parce qu'on raconte aussi beaucoup de bêtises, les journalistes, donc il y a toujours des doutes. Mais je veux dire, il faut savoir, par exemple, qu'il y a eu une rencontre entre Mohamed Ben Salman et Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne, à Riyad, en Arabie Saoudite. Dans l'antichambre, il y avait un homme qui est l'ennemi juré de Mahmoud Abbas, qui s'appelle Dahlan, qui est un dirigeant palestinien, plus jeune, hein, une génération beaucoup plus jeune, qui est l'homme depuis très longtemps des Américains, des Israéliens. Enfin, il est connu comme tel, il n'y a pas de mystère là-dessus. Donc, Ben Salman était en train de discuter avec Mahmoud Abbas en lui disant « il y a ton copain qui est dans l'antichambre ». C'est vraiment des pressions extrêmes, hein, je veux dire, violentes, quoi. Où est-ce que tout ça va le mener? Je n'en sais rien. Moi, personnellement, si ça peut vous inquiéter un peu plus, après une conférence qui était tellement pleine d'espoir de paix, moi, je n'exclus pas que nous ayons en 2018 une guerre avec l'Iran. Parce qu'il y a, de la part de Trump, une évidente envie de guerre, pas contre l'Iran, il ne sait pas où c'est. Il ne sait pas qui c'est. Mais pour se sauver, pour être réélu, il n'y a rien de tel pour être un président américain, pour être réélu, qu'une bonne guerre réussie. Tout le problème, c'est de la réussite. Hein. Deuxièmement, Ben Salman a besoin aussi de cette conflictualité pour renforcer son pouvoir. Quant aux dirigeants israéliens dont j'ai parlé tout à l'heure, évidemment, que pour eux, ce serait un rêve. Avec cette différence, c'est que l'Iran n'est pas l'Irak. Les dirigeants iraniens sont beaucoup plus solides que ne l'était Saddam Hussein. Ils ont un véritable appui populaire. Il ne faut pas sous-estimer l'appui dont ils bénéficient. Vous avez vu le mouvement social
qu'il y a eu en Iran, c'est un mouvement important, mais enfin, un mouvement qui n'était pas majoritaire, ça se voyait. Et surtout, l'armée iranienne, c'est du sérieux, parce qu'ils sont en exercice, si j'ose dire, en Syrie depuis 2011. Et les Russes sont très efficaces en bombardant, mais les Iraniens, c'est au sol. Et ils sont très influents en Irak. Les dirigeants irakiens d'aujourd'hui, c'est vraiment leurs copains, aux Iraniens. Ils sont influents au Liban via le Hezbollah. Le Hezbollah, c'est leur copain. Je dis copain, c'est une manière familière de parler, mais c'est vrai, c'est très étroit. Donc vous avez une espèce de constellation comme ça, Téhéran, avec un pouvoir quand même relativement solide, relativement. Bagdad, des dirigeants très proches. Le Liban, le Hezbollah, c'est 40% du Liban. Hein. Et puis, en Syrie, une armée... bonne chance. Hein. Bonne chance à Ben Salman. Une dernière question, peut-être? Une dernière question? Vous ne posez que des questions gentilles. Hein. Il n'y a pas de questions... N'hésitez pas. Alors, qui veut Aja? Bon, hey. Bonjour. Israélo-palestinien en France. Comme vous dites. La question était, est-ce qu'il y a un impact direct du conflit israélo-palestinien en France? Je dirais non seulement un impact, mais des conséquences tout à fait redoutables. Vous me posez la question pour le principe, mais comme tout le monde le sait très bien, pour des raisons qui n'ont rien à voir avec ce que tel ou tel raconte de l'importation du conflit israélo-palestinien en France. Il ne faut pas être bien malin pour comprendre qu'en France, on a 4 à 5 millions de musulmans, dont une partie importante se sentent proches, pour des tas de raisons bonnes et mauvaises, des Palestiniens, et 800 000 juifs, dont une partie non négligeable se sent proche, pour des raisons bonnes et mauvaises, d'Israël. Donc cette seule réalité-là explique que dès qu'il y a quelque chose là-bas, ça retentit ici. Et malheureusement, ça retentit souvent de la plus mauvaise des manières. Tout ça est abstrait, je vais être concret. En 2000, septembre 2000, le 29 septembre 2000, Ariel Sharon monte sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem. C'est la première fois qu'un dirigeant israélien juif monte sur l'esplanade des mosquées, parce qu'en 67, le grand rabbin d'Israël a interdit à tout juif, quel qu'il soit, de monter sur l'esplanade. Pourquoi? Parce que, en principe, c'est ce que disent les religieux, il y a sous les mosquées les restes du premier temple juif de Jérusalem. Et que donc, aller sur l'esplanade, ce serait fouler aux pieds le Saint des Saints, donc blasphème absolu. Donc Sharon monte, les affrontements commencent, il y a 100 morts en l'espace de 3 jours, et la seconde intifada éclate, ensuite sa répression, etc. Pourquoi je dis ça? Parce que nous, comment ça se traduit en France? C'est un rapport de la Commission nationale consultative des droits de l'homme qui paraît en 2002 et qui nous dit quoi? Qui nous dit qu'entre 2001 et 2002, le nombre d'actes de violence raciste a été multiplié par 4 et le nombre d'actes de violence antisémite, dans ce cadre, par 6. Et on vit encore aujourd'hui sur la lancée
de cette explosion de violence. Ça a fort heureusement diminué, très nettement, mais on est encore aujourd'hui, en 2017, les chiffres qu'on a eus, officiels, au-dessus des chiffres de violence raciste. Je parle de violence, hein, je ne parle pas de menace. Menace, ça ne veut rien dire. C'est un graffiti, un courriel, on met des choses, on mélange des choses qui n'ont pas à voir. Et les menaces, les actes de violence, c'est des choses enregistrées, des plaintes, etc. Eh bien, on est encore aujourd'hui au-dessus du niveau de violence d'avant la seconde intifada. C'est pour dire que les conséquences sont très importantes, avec, pour tout le monde, des conséquences terribles. J'ajoute à ça, pour me faire bien comprendre, que quand vous regardez la littérature djihadiste, les sites de Daesh, ou de ce qui reste d'Al-Qaïda, etc., vous voyez très bien que certains djihadistes utilisent la question palestinienne pour justifier leur terrorisme. Donc ce n'est pas seulement des violences, entre guillemets, entre nous Français, c'est aussi un prétexte, je dis prétexte parce qu'ils n'ont rien à foutre des enfants palestiniens, rien de rien. Les gens de Daesh ne s'occupent pas de ce qui arrive aux enfants palestiniens, aux prisonniers, à la colonisation, non. Ils ont besoin de prétextes et ils les utilisent. Donc vous voyez bien, on parle de violence raciste, on a le djihadisme, tout ça se paye au plus haut prix, chez nous comme là-bas. Plus ce dont nous parlions tout à l'heure, qui est le fait qu'on empoisonne le débat politique français avec des questions qui devraient n'y avoir aucun rôle majeur. On a le droit de discuter du sionisme, antisionisme, de communisme, de socialisme, de tout ce qu'on veut, tous les ismes, on a le droit de discuter. Mais c'est pas ça l'important. Du coup, on est au milieu de tout ça. Moi, je passe pas mal de temps sur ma page Facebook. Je passe beaucoup de temps dans des conférences. Je réponds à des lecteurs de livres, de mes livres. Je vois bien le temps qu'on perd à des discussions, je ne dis pas sans intérêt, mais à des discussions complètement secondaires, au lieu de parler de choses sérieuses, importantes, d'apporter des éclairages. On est vraiment dans une espèce de maladie qui est, pour une part, pas seulement évidemment, pour une part issue des conséquences du conflit. Donc, plus vite les Palestiniens et les Israéliens vivront en paix, c'est ça qui compte le plus vite nous aussi, ce conflit nous foutra la paix.